On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Si vous cherchez des idées de jeux, des jeux de rôle, ça coûte 3 au profit du Centre d'action bénévole d'Iberville. On reçoit le concepteur dans quelques instants des ennuis au Père Noël. Mais d'abord, parlons du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières qui a déposé sa liste d'épiceries pour des agrandissements et des nouvelles écoles. Le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières a déposé de nouvelles demandes d'ajout d'espace pour ces établissements. On parle d'agrandissement dans certains cas, mais aussi de nouvelles écoles. Ce n'est pas une grande surprise parce que c'est un sujet dont on parle déjà depuis plusieurs mois, certains diront même des années. Ça va aussi avec les prévisions démographiques, avec l'accroissement de la population sur le territoire. Bref, on va parler de cette liste d'épiceries avec la directrice générale du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, Mme Dominique Lachapelle. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, dites-moi, évidemment, ce n'est pas une grande surprise, mais est-ce que dans ce qu'on a décidé ou déposé au gouvernement, est-ce qu'on y va par quand même un ordre de priorité? Je comprends que vous allez me dire que tout est prioritaire, mais est-ce qu'il y a quand même des trucs qui sont plus prioritaires que d'autres là-dedans? Donc, on y va dans la priorité là, des orientations ministérielles, donc priorité des maternelles 4 ans. Donc, on le sait que le gouvernement souhaite avoir des maternelles 4 ans là, dans tous ses établissements scolaires primaires. Donc, nous, c'est certain, plus l'augmentation de clientèle et la possibilité de mettre des maternelles 4 ans, on est arrivé à la conclusion là, qu'il fallait avoir plusieurs ajouts d'espace un peu partout sur le territoire, sinon partout sur le territoire. Et on a commencé par les situations les plus préoccupantes. On regarde également là, tout le développement là, au niveau des municipalités, là, développement domiciliaire au niveau des municipalités, des familles qui viennent s'installer. Autrefois, le ministère ne regardait pas ces dimensions-là. Maintenant, il le regarde. Donc, on prépare nos dossiers en conséquence. Donc, on travaille de façon très de proximité avec les municipalités pour pouvoir là, mettre en place là, des ajouts d'espace qui aussi, en plus d'être près du programme de formation d'écoles québécoises, vont permettre aussi d'avoir des écoles plus communautaires, donc proches de la communauté éducative. Donc, on est assis avec, bien entendu, avec l'ensemble des municipalités. On a fait des demandes pour vraiment regarder, là, travailler ensemble à peut-être là, permettre qu'au niveau des ententes, ils puissent aussi profiter d'ajouts d'espace ou de nouvelles écoles au niveau de leur municipalité pour développer là, puis offrir davantage de services à leurs citoyens. Ce que j'entends beaucoup, puis récemment, on a vécu l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, où plusieurs m'en parlent en bien, en voulant dire c'est vraiment fantastique, beaucoup de luminosité. Bref, on agrandit et on rénove bien différemment de la façon dont on le faisait auparavant. Même quelqu'un me disait, pas plus tard que cette semaine, il dit parfois on voit des belles images sur des écoles, je ne sais pas moi, dans des pays scandinaves. Bien, nous aussi, on est capable d'en bâtir des aussi belles et Saint-Eugène, semble-t-il, est un bel exemple. Donc, oui, Saint-Eugène, c'est un bel exemple parce qu'en même temps que de bâtir ou de faire des ajouts d'espace, on rénove les autres locaux là, de l'école pour que ça soit un tout harmonisé. Ce qui ne se faisait pas là, il y a à peu près 25-30 ans. Là. Maintenant, on va vraiment là, toucher à l'ensemble de l'école quand on fait un ajout d'espace. Et bien entendu, on a une préoccupation. C'est pour ça qu'au Centre de services scolaires, on a un comité de nouvelles écoles. On réfléchit aussi pour nos écoles qui sont plus anciennes. Il faut savoir qu'on a des écoles qui datent des années 50, donc nos écoles plus anciennes, comment on va pouvoir, si on ne fait pas d'ajout d'espace, les rénover pour qu'ils soient le plus proche possible du programme de formation d'écoles québécoises. Il faut savoir qu'en 1956-57, ça n'existait pas des services de garde dans les écoles. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'espace suffisant ou il n'y a pas d'espace réfléchi pour ça. Donc, il y a tout un effort qui se fait actuellement là, pour qu'on puisse tout doucement, avec le temps, renouveler là, nos espaces pour être plus conformes aux besoins de nos élèves. Bon, là, les demandes qui ont été déposées en termes d'agrandissement, on parle de l'école Notre-Dame de Lourdes, secteur Saint-Jean, l'école Saint-Jacques, également l'école Capitaine Luc Fortin, l'édifice Henryville et l'école Sainte-Anne. Donc ça, c'est à Sabrevoix, je présume. Donc, est-ce que dans les 4 cas d'agrandissement, c'est vraiment lié au phénomène des maternelles 4 ans? C'est relié à l'augmentation de clientèle et au phénomène des maternelles 4 ans également, les deux. Bon, parce que même, je regarde dans le cas de NDL Saint-Jean, parce que mes propres enfants sont allés là, et je me rappelle à l'époque, le service de garde était tout petit dans un local, puis il fallait se battre un peu pour avoir accès au gymnase parce que ça n'avait aucun bon sens. Et ce que je vous parle de ça, c'est un truc qui date d'une vingtaine, 15-20 ans à peu près. Donc, je me dis que l'école n'a pas tant changé depuis que mes enfants y sont allés et que la population, elle, continue d'augmenter. C'est un phénomène, là. Tout à fait.
Donc, c'est vraiment relié aussi à l'augmentation de clientèle. C'était les décisions les plus urgentes qu'on devait prendre. Maintenant, bien entendu, là, il y aura d'autres opérations faites dans le temps. Là, présentement, on fait la tournée là, de nos municipalités pour essayer d'avoir un plan intégré au niveau de nos ajouts d'espace. Là. Donc, bientôt, on pourra présenter un plan intégré. Là, ça veut dire pour les 3-4 prochaines années, des ajouts d'espace qu'on aura besoin là, au niveau du centre de service scolaire. Bon. Parlons un peu du sud du territoire du centre de service scolaire, parce qu'il y a quelques années, avant qu'on ait l'agrandissement à Saint-Eugène, il y a des enfants de ce secteur-là qui étaient téléportés, soit, je pense, à Bruno-Choquette ou à Saint-Lucien, ou même du côté de Saint-Blaise dans certains cas. Là, maintenant, on a une école Saint-Eugène qui est complètement agrandie. Mais de ce que j'ai pu comprendre, parce que récemment, on a reçu le maire de Saint-Paul, le nouveau maire de Saint-Paul en entrevue, où il y a des projets domiciliaires quand même assez importants, plus qu'à Saint-Blaise. Et là, on voit que vous demandez la construction d'une nouvelle école à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix en remplacement de l'école Albert-Melançon. Donc, parlez-nous un peu de ce contexte-là dans le sud du territoire. Il faut savoir qu'Albert-Melançon, elle est installée, le bâtiment est installé sur une zone là, qui est inondable. Et on a regardé au niveau du bâtiment si c'était possible de faire des ajouts d'espace et ce n'est pas possible. Donc, il est certain, suite à ça, avec l'augmentation de clientèle, les maternelles 4 ans, on va avoir besoin là, d'un terrain dans un premier temps et de construire une autre école pour pouvoir desservir là, la population, bien entendu. Mais en ce moment, les enfants qui sont à Saint-Blaise, Saint-Paul, Saint-Valentin et La Colle, est-ce qu'ils vont dans leur bassin de fréquentation assez directement où il y a où on les promène un peu? Il y a des transferts d'école. Ce n'est pas encore majeur, mais ça va le devenir si on ne pose pas ces gestes-là. Il y a des transferts, là, ça c'est certain. Et souvent, on va aller chercher d'autres locaux dans l'école, la bibliothèque ou une partie pour pouvoir être capable de rentrer tous les élèves. Mais il est certain qu'on n'a pas le choix de faire ces demandes-là. Et les bâtiments sont très âgés. Et souvent, ces bâtiments-là, ils ont eu comme 2, 3 agrandissements avec le temps, là. Donc, ce sont des écoles qui ont été, que je dirais, là, des morceaux raboutés les uns aux autres, là, ce qui fait que c'est pas très ergonomique pour nos élèves ni pour nos employés. Donc, il faut vraiment là, revoir ça. Ce sont de vieux bâtiments là, où il y aurait énormément de travail à faire aussi là, pour les rendre là, proches du programme de formation. Bon, et justement, quand je parlais ou je faisais référence à cette entrevue qu'on a eue il y a 2 semaines avec le nouveau maire de Saint-Paul, parce que des terrains à développer à Saint-Blaise, il n'y en a pratiquement plus, mais à Saint-Paul, il y a un développement potentiel d'à peu près 200 maisons. 200 maisons, c'est 200 familles, c'est potentiellement beaucoup d'enfants dans un monde en ce moment où les terrains sont plus chers en ville comme ici à Saint-Jean et des gens pourraient aller s'établir à Saint-Paul. Donc ça aussi, ça va vous amener plus d'enfants sur ce territoire-là. C'est une municipalité qu'on rencontre régulièrement, Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. On le sait qu'il y a eu beaucoup de déplacements de population aussi depuis la crise pandémique. Là. Donc, c'est certain qu'on est en vigie les uns avec les autres. On regarde, on a déjà ciblé des choses ensemble. Et c'est certain, comme je dis aux municipalités, c'est qu'on va s'asseoir avec eux, on va travailler avec eux. Puis s'il y a des espaces qui ont besoin, on va faire les demandes en conséquence également. Bon. Et là, évidemment, cette demande de construction à Saint-Paul, plus les agrandissements qu'on a nommés, ça, c'est des nouvelles demandes qu'on vient d'effectuer là, en novembre 2021. Mais ça s'ajoute également à des demandes que vous aviez déjà faites il y a presque 2 ans pour l'agrandissement de l'école primaire Saint-Alexandre, la construction d'une école secondaire dans le secteur Richelieu, la construction d'une école secondaire dans le secteur Saint-Luc, la construction d'un nouveau centre de formation professionnelle à Saint-Jean et la construction d'une nouvelle école primaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, au total, ça fait quand même énormément de demandes. Pour ces demandes-là de 2019, avez-vous déjà eu des réponses de la part du ministère? Donc, c'est certain que le ministère nous a ajouté des modulaires, donc il a convenu avec nous qu'on manquait d'espace. Ça, c'est intéressant. Et puis, c'est normal que ça prenne du temps pour dire que tout le Québec au complet, actuellement, fait des demandes d'ajout d'espace. Donc, il y en a peut-être des plus urgents que nous, mais nous, on a renouvelé toutes nos demandes, on les a remis à jour et on les a tous redéposés. C'est ce qui nous avait été recommandé. Et puis, on a bon espoir qu'avec le temps, là, on puisse nous en accepter là, quelques-unes. On souhaite juste que ça n'arrive pas tout en même temps. C'est un énorme travail. Oui, aussi. Présentement, on a des modulaires. On va sans doute demander aussi des modulaires dans certaines écoles primaires également, là, parce qu'on le sait qu'avant d'avoir une acceptation au niveau de la situation du Québec, là, avec toutes les demandes qu'il y a, bien, sans doute qu'on devra vivre avec des modulaires là, quelques années, quelquefois, tant au primaire qu'au secondaire. Bon.
Souvent, la façon que ça se passe au gouvernement, là, évidemment, vous dressez votre liste. Vous n'êtes pas le seul centre de service scolaire à faire ça. Ça monte évidemment au ministère. Après ça, le ministre Roberge, qu'on connaît bien, lui, il va aller voir sa collègue au Trésor. Et là, le Trésor va dire, oui, mais là, il faut faire des choix. Donc là, si le ministère vous revient et dit, oh, écoutez, on aurait une enveloppe, là, j'arrondis, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, moi, c'est 15, 20, 30 millions. Il va dire, OK, vous avez des choix. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans ce que vous demandez? C'est certain que tout est urgent, là, mais ce qu'on souhaiterait, c'est que nos demandes qu'on a faites en 2019 puissent être acceptées. Mais tout est urgent pour nous parce que, oui, si on ne fait pas d'ajout d'espace ou si on ne les planifie pas, bien, on aura des modulaires à installer. Mais l'important, par contre, c'est qu'il y ait une classe pour les enfants. Donc, je pense que ça, le ministère n'est pas sensible à ça. Est-ce que vous vous attendez à une réponse dans les prochains mois, à tout le moins pour certains de ces projets-là, avec l'adoption du prochain budget du gouvernement quelque part au mois de mars-avril? À mon avis, ça devrait être plus en juin qu'on aurait des réponses. Et quelquefois, les réponses qu'on a, c'est on va revoir ça l'année prochaine, etc. Là. Donc, nous, c'est sûr que plus on attend, plus la situation est difficile dans certains milieux, surtout au primaire. Là. Par contre, ce qu'on a regardé à faire, c'est de faire vraiment un plan intégré. Ça veut dire d'aller voir le ministère puis de déposer là, un plan intégré là, de toutes les demandes qu'on va faire d'ici les 3-4 prochaines années pour déjà là, avoir un alignement avec le ministère en lien avec ces demandes d'ajout-là, parce qu'il est certain qu'il y a des conséquences. Hein. Nous, on est chanceux au niveau du centre de services scolaires parce que nos municipalités sont souvent là, très, très collaboratives. Il y a beaucoup de collaboration pour pouvoir identifier des terrains, regarder ce qu'on a de besoin, travailler ensemble. Même cet après-midi, là, j'étais avec une municipalité. Là, donc, on a cette chance-là, puis ça, c'est positif. C'est bien vu au niveau du ministère aussi, là, d'avoir des bonnes collaborations comme ce que nous avons. Et quand on fait un ajout d'espace, je vous donne un exemple, on va, bien entendu, on va s'asseoir avec la municipalité, on va regarder est-ce qu'on pourrait faire un projet commun pour ajouter un espace pour vos besoins et tout ça. Fait que le fait de travailler ensemble comme ça permet peut-être que ça soit plus intéressant là, à nous dire oui, mais l'important, c'est qu'on puisse avoir de l'espace pour nos élèves. C'est ça le plus important. Mais en même temps, on comprend et on déduit que si vous recevez des réponses positives au mois de juin 2022, il n'y aura pas des travaux au mois de juillet le mois suivant. Là. Ça veut dire que ça va se faire probablement même à la limite à l'été 2023, peut-être? Oui, ça peut se faire. Ça peut prendre 2 ans, 2 à 3 ans. Ça a pris quand même pour Saint-Eugène, là, ça a pris 2 à 3 ans. Là. On a fait des demandes souvent pour l'école Saint-Eugène. Il y en avait qui avaient été refusés, d'autres qui ont été acceptés. À un moment donné, on a été capable de le mettre en place. Et on s'attend pas à quelque chose de nécessairement différent, mais on a bon espoir parce qu'on est capable de démontrer là, notre besoin. Là. Tout à fait. Et de toute façon, évidemment, on va rentrer en année électorale et je garde précieusement cette feuille. Donc, quand j'aurai Louis Lemieux et Jean-François Roberge assis devant moi, parce que ces messieurs vont certainement se représenter, donc on pourra évidemment parler de ces listes d'épicerie, puis on verra bien évidemment ce que nos politiciens vont dire, parce qu'ultimement, c'est la population qui en a besoin. Là. Je rencontre, moi, les députés là, de ma grande région, plusieurs députés régulièrement. Ils sont vraiment informés là, des besoins qu'on a. Là. Donc, je pense qu'ils les portent avec nous. Maintenant, il faut être conscient, c'est tout le Québec qui fait des demandes présentement. Donc, nous, on va être patients, mais on va trouver des solutions, puis on va continuer à travailler. C'est pour ça que le plan intégré va être important là, pour vraiment de montrer le chemin là, où on veut aller au ministère. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, après Chanel numéro 5, et voici conseiller numéro 5. Sébastien Godette, conseiller municipal du district 5, qui nous parle d'Écaquet et hache urbaine. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Un nouveau jeu de société fait son apparition à quelques semaines du temps des fêtes. C'est créé par un Joannais. Il est avec nous, René-Pierre Déhay-Gélina. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Merci beaucoup. Le jeu s'appelle Des ennuis à l'atelier du Père Noël. C'est pas votre premier jeu. Expliquez-nous un peu comment vous êtes tombé dans cet univers de concevoir, de construire des jeux. Oui, mais en fait, voilà comme quelques années, j'ai un peu commencé à m'initier un peu au hobby de jouer à des jeux de rôle sur table avec des amis et tout. À force de jouer, j'ai comme décidé éventuellement de m'aventurer un peu dans la création là, du design de ce genre de jeu. Fait que j'ai comme sorti récemment là, un jeu qui s'appelle Charge, qui est un jeu de rôle qui se veut générer. Fait qu'en gros, ça te permet de jouer un peu dans l'univers que ça te tente. Comme, admettons, si tu as envie de jouer dans un univers plus fantastique ou science-fiction. Fait que ça, c'était un peu comme mes premiers pas à designer des jeux. Après ça, ça a été comme, justement, à sortir ce jeu-là. Fait que je cherchais un peu à faire une version un peu plus simple du système. Puis, comme en voyant comme le temps des fêtes qui s'approchait, je me suis dit que c'était un bon moyen de lier les choses ensemble. Comment on passe d'amateur de jeux à concepteur de jeux? Parce que quelqu'un peut bien aimer, disons, jouer à des jeux, mais de là à dire, moi, je vais en créer un, je vais en créer deux, je vais m'embarquer là-dedans. C'était quoi l'élément déclencheur chez vous? J'ai l'impression que comme un élément déclencheur, c'est un peu de comme commencer à faire tes propres règles un peu avec tes amis. Tu sais, quand tu joues à ta table avec tes amis et tout, mais c'est de comme, commencer à modifier un peu les choses puis voir comment ça clique puis si les gens aiment ça. Puis à partir de là, ben, j'ai l'impression que comme la seule différence entre quelqu'un qui hack un peu des jeux versus quelqu'un qui en conçoit, c'est juste que la personne qui en conçoit les publie, puis il y a des gens qui y jouent, puis s'il y a des gens qui y jouent, puis des gens qui sont heureux, j'imagine qu'il y a une formule qui fonctionne un peu. Et le premier jeu, ça a pris combien de temps, le créer? Je dirais que ça a pris comme un bon 5 mois, à peu près. Puis il est encore comme après évolué là, au fil du temps, là, mais oui, c'est ça, à peu près un 5 mois. Bon, et là, dans le cas de celui qui nous occupe, là, Des ennuis à l'atelier du Père Noël, lui, vous l'avez commencé quand? Je dirais comme peut-être début novembre. Ah, OK, quand même. Que, vous l'avez fait quand même assez rapidement. Là. Oui, par contre, c'est un jeu qui est beaucoup plus simple parce que c'est un jeu qui est sur une page. T'sais, mettons, si vous comparez à des jeux comme Donjons Dragons, où c'est comme des livres avec comme 200-300 pages et tout, mais celui-là se veut seulement comme c'est une page avec des règles. Fait que c'est un peu plus rapide à créer. Et le jeu, il consiste en quoi? Donc, vous dites c'est une page sur laquelle il y a toute l'information, si on veut. Comment on joue à ça? D'abord, pour jouer, il faut un maître de jeu. Fait il faut quelqu'un dans le groupe qui va prendre un peu la pause, si on veut. Oui, c'est ça. La personne qui va diriger un peu l'histoire. Puis ensuite, il faut des joueurs. Et en gros, le maître de jeu, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger justement pour organiser l'histoire. Donc, les joueurs vont jouer en tant que des gens qui travaillent pour le Père Noël, des aides du Père Noël. Donc, il y a plusieurs choix dans le jeu, comme travailler comme étant le pâtissier ou le fabricateur de jouets et tout. Donc, en gros, comme les joueurs vont jouer ces personnages-là, et le maître de jeu, en gros, va comme mettre des troubles un peu dans l'atelier du Père Noël, puis les joueurs vont devoir essayer de les résoudre. Fait que lorsqu'il y a un risque à essayer de faire une certaine tâche ou quoi que ce soit, bien, les joueurs vont prendre un certain nombre de dés, ils vont les rouler, et dépendant du résultat des dés, ça va indiquer un peu au maître de jeu c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Est-ce que le joueur réussit à faire ce qu'il voulait faire, ou est-ce qu'il réussit, mais il y a une conséquence, ou tout simplement, il ne réussit pas à faire ce qu'il veut faire. On peut être combien de joueurs en même temps? Normalement, comme de 3 à 5 joueurs, c'est comme plus le maître de jeu, c'est pas mal comme un chiffre comme recommandé. Plus que ça devient un peu beaucoup de gestion pour le maître de jeu. OK. Mais physiquement, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire qu'on achète le jeu, il arrive dans une boîte dans laquelle il y a des guides, où on est via Internet, il y a la feuille. Bref, physiquement, ça ressemble à quoi? Physiquement, ce jeu-là en particulier, c'est un jeu que comme on achète sur Internet. Donc, comme c'est un PDF qu'on télécharge et qu'on imprime à la maison. Sur une page, ça contient toutes les règles, qui est surtout pratique pour le maître de jeu, ainsi que différentes comme idées de qu'est-ce que les joueurs peuvent jouer. Et il y a une deuxième page au jeu qui est en fait la feuille de personnage. Donc, les joueurs vont chacun en avoir une, puis ils vont écrire comme leur nom. Puis surtout, c'est un jeu qui se veut... Qui est pratique pour jouer avec des enfants parce qu'il est très simple. Donc, il y a comme une grosse section pour que les enfants puissent dessiner leur propre personnage et tout. Donc, c'est très familial. Très familial.
Donc, on peut jouer autant avec les enfants qu'avec les adultes. Exact. On dit 3 à 5 personnes. On l'achète en ligne. Donc, on télécharge un PDF explicatif. Puis là, après ça, on détermine qui est le leader ou le maître du jeu. Et là, après ça, il y a la fameuse feuille qu'on remplit pendant le jeu. Oui, genre au début du jeu, chaque joueur va un peu remplir sa feuille de personnage. Donc, il va écrire comme c'est quoi le nom de son personnage. Est-ce que moi, je joue un lutin ou est-ce que je joue comme un ornement de Noël ou quoi que ce soit? Tu sais, un peu laissé à l'imagination des gens. Puis en fait, ben, ça se passe très à l'intérieur de la tête des gens, en fait. C'est comme une histoire, c'est comme un moyen collaboratif de raconter une histoire. Donc, les joueurs, le maître de jeu va expliquer des situations, puis les joueurs, au fur et à mesure, vont dire, ben moi, mon personnage fait ci, mon personnage fait ça, puis l'histoire évolue un peu au fil de ces interactions-là. Ultimement, qui gagne et comment on gagne? J'ai pas mon dire qu'il n'y a pas nécessairement comme... Vu que c'est un jeu qui est un peu plus comme orienté pour les enfants, c'est sûr qu'éventuellement, c'est pas... Les joueurs risquent de gagner, mais le but n'est pas nécessairement de gagner, c'est plus de raconter une histoire intéressante. Fait que les joueurs, leur but, comme dans ce jeu-là, ce but précis-là, ça va être d'essayer de résoudre le problème qui se passe à l'atelier du Père Noël. Comme par exemple, un des exemples, c'est que Rodolphe est parti. Comme on ne sait plus où il est, puis il faut le retrouver. Ou les lettres du Père Noël ne réussissent pas à se rendre à l'atelier du Père Noël, il faut les retrouver. Fait que, ou essayer de comprendre pourquoi ils ne se rendent plus. Fait que là, les joueurs doivent essayer de résoudre ça. Fait que, éventuellement, les joueurs devraient finir par gagner. C'est un peu ça le but. Là. Donc, ça suscite beaucoup le volet, disons, créatif des individus, c'est ça. On est beaucoup dans l'imaginaire, dans la création de personnages. Donc, on crée sa propre histoire. Exact. C'est un peu comme l'improvisation, en fait. Ouais. C'est vraiment comme de l'improvisation, mais entre amis. Puis il y a les dés qui sont là pour nous trancher un peu là où il y a un doute. Et les dés, ils font quoi, dans le fond, dans le jeu, dans la séquence du jeu? Dans les séquences du jeu, les dés sont utilisés pour déterminer lorsqu'il y a un truc qui est un peu indécis. Comme par exemple, mettons Rodolphe est perdu, on va essayer de le retrouver, mais peut-être qu'il y a des traces dans la neige, bien, on va essayer de les suivre. Ah, mais est-ce qu'on va être capable de réussir à trouver Rodolphe directement à partir des traces ou est-ce qu'il va y avoir une autre embûche? Donc, à ce moment-là, bien, les joueurs peuvent lancer un certain nombre de dés. Puis les dés vont dire « Ah, ben tu as réussi à trouver les traces, puis ils t'amènent jusqu'à un endroit. » Ou ah, peut-être qu'il y a une tempête de neige, puis on perd les traces, puis il faut trouver comme une autre alternative à chercher Rodolphe. Bon. Là, dites-moi, ce jeu-là, il se vend combien? Et à quel endroit on l'achète au juste? Oui, en fait, le jeu, pour le moment, il est à 3 $, principalement parce que je ramasse des fonds jusqu'au 24 décembre pour les donner au Centre d'action bénévole d'Iberville. Mais éventuellement, le jeu va être gratuit. Là, principalement, il y a un certain prix juste pour justement essayer de ramasser le plus d'argent pour en donner à eux. C'est possible aussi d'acheter... En fait, l'endroit pour acheter le jeu, c'est farigames.itch.io. Donc, c'est farigames.itch.io. Donc, il y a un lien qui permet de télécharger le jeu à partir de... Et de faire le paiement en ligne aussi? Exact. OK. Mais c'est pas très cher, là. C'est rien, là. 3 $, c'est tout petit, là. Oui. Donc, c'est possible de donner un peu plus. Il y a des gens qui ont donné comme des... Parce que le but, c'est de ramasser de l'argent pour le centre. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu plus comme généreux. Il y a des gens qui ont donné comme des 40, des 60 $ et tout pour aider à ramasser le plus de fonds possible. Fait que vous, c'est quasiment une œuvre bénévole. Là. Je veux dire, vous ne faites pas ça pour faire des sous. Là. Vous ne mettrez pas riche avec ça. Là. Non. Et c'est vraiment ça l'idée, là. Oui, c'est ça. Le but c'est de créer quelque chose pour que les gens puissent passer du bon temps en famille, comme pendant le temps des fêtes, d'essayer d'introduire comme des gens qui sont peut-être pas familiers avec le hobby de jouer à des jeux de rôle sur table, puis de faire ça simple, puis de ramasser des fonds en plus pour la guignoler. Okay. Vous faites quoi dans la vie? Je suis développeur logiciel. Et concepteur de jeux, c'est ça? Et concepteur de jeux à temps partiel. Ah, ouais. Mais c'est une passion, c'est un hobby, c'est... Oui, c'est ça. C'est un hobby, mais comme dans la plupart de mes hobbies, j'y vais un peu all-in, puis j'essaie de vraiment comme m'investir. Et là, est-ce qu'on prend goût à faire ça, puis à s'ambitionner pour dire, ben là, je pourrais peut-être faire d'autres choses? Je ne sais pas, avez-vous d'autres projets en tête? J'ai toujours des projets en tête, mais en fait, j'utilise beaucoup mes atouts en tant que développeur pour maintenir une application qui permet aux gens de jouer à des jeux de rôle en ligne. Fait que je maintiens une application que les gens peuvent utiliser là, pour jouer à des jeux. Fait que j'essaie de lier un peu l'utile à l'agréable. Fait que
je prends mes talents de développeur, puis je les mixe un peu avec mon hobby des jeux de rôle et tout. Donc ça, c'est un des projets là, que je maintiens. Puis sinon, je travaille aussi sur d'autres jeux de rôle qui sont un petit peu plus compliqués, qui ne sont pas juste sur une page aussi. OK. Mais là, on est beaucoup dans la dynamique Donjon-Dragon, c'est ça? Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, ça veut dire quoi, ça? Cette dynamique-là de jeu de rôle, en fait? Là? En fait, c'est un peu comme, justement, de créer une histoire de façon collaborative, comme entre amis. C'est sûr que comme Donjon Dragon est un des jeux comme, tu sais, l'espèce d'éléphant dans la pièce, là, qui prend comme... C'est un des premiers à avoir initié un peu le mode très connu, de jeu. là. Exact, et qui est très connu. Donc, par contre, il existe beaucoup d'autres systèmes mis à part celui-là, mais c'est vraiment celui qui est le plus populaire. Donc, un petit 3 pour s'amuser et même plus, pour en donner plus, jusqu'au 24 décembre. Ça va bien sûr au Centre d'action bénévole d'Iberville. Donc, Des ennuis à l'atelier du Père Noël, un jeu que vous téléchargez en ligne. Vous faites jouer en famille durant le temps des fêtes. C'est conçu par un Joannais, par un des nôtres. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient avec le mot de la fin. Il est encore temps d'acheter vos lumières pour enjoliver ce méga sapin qu'on a face à l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est au profit de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville. On veut atteindre l'objectif de 10 000 lumières à 5 $ chacune. Allez faire votre tour, mais allez faire votre tour sur le site pour les acheter en ligne. À demain. Bye bye.